Allô, allô. Vous aurez encore le temps de vous inscrire aux tables à la pause, si jamais vous ne l'avez pas fait encore. Alors, cet après-midi, on va aller sur un terrain un peu inconnu des praticiens et des praticiennes de cirque, et pourtant en plein boom, celui de la recherche. Et on va essayer d'explorer différentes facettes pour rendre compte de la richesse et de la diversité des sujets et des pratiques. On ne pourra pas tout aborder parce que c'est quand même très large, mais pour ça, on a décidé de donner la parole à une nouvelle génération de chercheurs et de collaborateurs, collaboratrices de recherche. Donc, la recherche, c'est un territoire vaste. On en a déjà parlé ce matin de différentes manières. On en fait tous un peu tout le temps, de manière informelle parfois. Donc là, on va parler de recherche qui est faite de manière plus formelle. Et c'est une démarche par laquelle on met en relation des personnes de différents horizons, avec des expériences, des compétences différentes, dans le but d'ouvrir des nouveaux chemins de pensée, de créer des nouveaux savoirs, des matières à réflexion, de développer des nouvelles pratiques et d'aider à répondre à des enjeux contemporains de tout ordre, etc., etc. Et le cirque est au cœur de plein de recherches, et on ne le sait pas toujours. Et à chaque fois, il a une place différente, il joue un rôle différent parce qu'il y a plein de manières de faire de la recherche. Donc, juste pour donner un petit overview de qu'est-ce que ça peut être la recherche sur le cirque, il y a des recherches vraiment théoriques qui font appel à des disciplines scientifiques, par exemple comme la sociologie, l'éducation, la psychologie, le travail social, l'histoire, et qui peuvent être là pour... est-ce que ça marche bien, le micro? Pour documenter les pratiques, pour analyser les tendances, les évolutions, les esthétiques, créer du patrimoine intellectuel, discuter d'enjeux de société dont le cirque fait partie et dans lequel il s'insère. Il y a des recherches qui utilisent les arts du cirque par la performance pour communiquer, vulgariser des résultats scientifiques. C'est souvent ce qu'on appelle le transfert de connaissances par les arts. On va en parler avec les personnes aussi aujourd'hui. Euh, Puis, il y a des recherches appliquées, plus techniques, technologiques, pour améliorer des appareils acrobatiques, par exemple, ou pour diminuer les impacts physiques sur les acrobates. Il y a des recherches création qui mettent au cœur de la recherche la création pour créer de nouveaux savoirs, vraiment des explorations par le corps, par le cirque de concepts, ou la création de nouveaux concepts à partir d'explorations physiques, d'exploration circassienne. Donc, c'est un peu tout ça qu'on va décortiquer aujourd'hui. Je voulais vous donner aussi une petite description de l'écosystème de la recherche au Canada, mais en vrai, c'est surtout de la recherche au Québec et à Montréal. Euh, alors déjà, je voulais nommer le professeur Louis-Patrick Leroux, qui n'est pas avec nous aujourd'hui, mais qui a été un précurseur du développement de la recherche au Québec et vraiment d'avoir amené la recherche dans l'académie à l'Université Concordia. Il faut savoir qu'il n'y a pas de programme universitaire pour les arts du cirque disciplinaire. Comme il y en a en théâtre, il y a des programmes d'études théâtrales, des programmes en danse, en musique, ça n'existe pas au niveau universitaire en cirque. Mais on peut faire des études sur le cirque dans d'autres départements disciplinaires. Donc, comme je disais tout à l'heure, dans un département de sociologie, on peut intégrer le cirque comme objet d'étude, ou dans un département euh, d'esthétique. On va travailler sur les esthétiques, on va intégrer le cirque. Donc, c'est comme ça que Patrick Leroux a intégré beaucoup le cirque à l'Université Concordia. Il a supervisé un grand nombre de maîtrises, de thèses. Certaines sont présentées ici sur la table que Anna Karina a fait. Tous les chercheurs d'ailleurs qui vont présenter aujourd'hui ont des publications qui sont présentées sur cette magnifique table. Sinon, il y a le CRITAC que vous devez connaître, qui a été fondé
par et pour le milieu, fondé en 2012-2013, je crois, mais ça avait déjà été initié. Il y avait déjà un service de recherche qui existait à l'ENC. Et donc, il s'est formalisé par le CRITAC un peu plus tard. C'est Emmanuel Bosch qui vous en parlera un peu plus tard dans l'après-midi. Puis sinon, il y a un gros projet de recherche nord-américain qui existe qui s'appelle Circus and Its Others, qui est un colloque itinérant qui a été aussi monté par des chercheurs canadiens et un chercheur américain et qui rassemble des chercheurs du monde entier sur des questions d'altérité dans le cirque. Puis tous les 2-3 ans, il y a un colloque qui rassemble la communauté de chercheurs du monde entier, puisque c'est vraiment une communauté qui se rassemble et qui discute d'enjeux de cirque de toutes les disciplines dans différents pays du monde. Le dernier, c'était début mars à Bogota. Puis c'est souvent associé à un festival de cirque. Donc, le lien est vraiment fait entre les artistes et les chercheurs. Il y a aussi beaucoup d'artistes qui sont chercheurs, de chercheurs qui sont artistes. Voilà, mais c'était ça aussi que je voulais dire, c'est que le ou la chercheur est vraiment plus qu'on le croit sur le terrain et que les recherches se font la majorité du temps, et c'est ça qu'on veut en collaboration étroite avec le milieu, avec les praticiens. C'est vraiment une collaboration qui se fait, un vrai échange. Voilà, ça a pris tout pour ma présentation. Donc, pour l'après-midi, on va commencer par le panel. On va discuter de ce thème de la relation de réciprocité entre le cirque et recherche, grâce à l'expérience de recherche de nos 4 panélistes. Ensuite, c'est Emmanuel Bochu qui va nous présenter le CRITAC, comment ça fonctionne, qu'est-ce que c'est, quel type de projet ils soutiennent. Ensuite, on aura une conférence de 30 minutes d'une équipe de chercheurs du Manitoba, un projet soutenu aussi par le CRITAC sur la littératie physique. Après, on aura une pause. Et puis, en deuxième partie d'après-midi, donc, c'est le café des connaissances pour lequel vous avez pu vous inscrire, où vous allez vraiment pouvoir rentrer en relation plus directe avec certains chercheurs pour explorer leur démarche. Puis, si vous n'êtes pas inscrit, vous pourrez vous inscrire à la pause. Voilà, c'est une discussion, donc n'ayez pas peur de poser des questions quand ce sera le temps, même idiote. Parfois, il y a des terminologies qui sont comme pas claires. J'ai mis quelques petits lexiques sur certaines tables, mais n'hésitez pas à intervenir. On espère que ça va favoriser les idées. Voilà. Alors, avec nous, on a Geneviève Dupéret, Naïla Kellman, Sébastien Kahn et Karine Lavoie, à qui je vais enfin donner la parole. Alors, ma première question à chacun, c'est que vous vous présentiez. Qui es-tu? Que tu nous parles un peu de ton parcours et quel type de recherche, dans quelle communauté scientifique, puis quel type de recherche tu fais. Ouais, je pense qu'on peut aller dans l'ordre des tables. Ça va être plus simple. Je vais commencer. Bonjour, mon nom c'est Geneviève Dupéret. J'ai terminé mon doctorat en recherche-création à l'Université du Québec à Montréal. Je l'ai commencé en 2017. Ça a été toute une aventure absolument indescriptible parce que la recherche-création, et on en reparlera, c'est d'acquérir des nouvelles connaissances par la création. Étant passionnée du fleuve Saint-Laurent, j'ai dédié tout mon amour, mon énergie, ma vie des 5 dernières années à essayer de comprendre la complexité de cet écosystème dont on fait tous et toutes partie. Donc, évidemment, parfois, on ne réalise pas toujours, mais l'eau qu'on voit dans la cruche derrière, c'est l'eau du Saint-Laurent. Donc, cet écosystème-là nous submerge sans faire de mauvais jeu de mots. Et c'est comme ça que je suis partie à la découverte de ce Saint-Laurent-là jusqu'en Basse-Côte-Nord. Et j'ai rencontré plus de 350 personnes de l'industrie maritime et portuaire, des sciences marines et des eaux douces et des pêcheries. Et ce projet-là est né de toute cette envergure-là. Quand on se retrouve sur un bateau, étrangement, c'est un peu comme si on se retrouve dans les coulisses d'un spectacle de cirque. Il y a des haubans, des mousquetons partout. Ça tangue. On est comme dans l'aérien. Il faut faire attention. La sécurité d'abord, les liens entre les membres d'un équipage. Et toute cette transposition-là est partie de cette immersion sur le terrain. Et c'est ce que j'ai théorisé à l'intérieur de mon doctorat, donc, qui s'appelle Écosystème du fleuve à la Seine. Écosystème porte un H parce que c'est tout un projet qui s'inspire des échos des collaborateurs et collaboratrices.
Et en ajoutant un H, le H, c'est devenu, la barre du H est devenue une barre de trapèze. Le 2 du H2O est devenu un acrobate. Au centre du O qui est devenu un appareil. Bref, on en reparlera dans la présentation. Mais pour faire l'histoire courte, j'avais commencé en 1999 à travailler dans le milieu du cirque avec Cheval Théâtre. Et par la suite, j'ai fait plusieurs années de tournées, des créations de toutes envergures avec différentes compagnies. Donc voilà, c'est un plaisir vraiment d'être invitée aujourd'hui. Merci. Moi, je suis Naila, je suis postdoctorante à McGill et je suis chercheuse associée avec le CRITAC. J'ai mené en 2020 un projet de co-création entre neuroscientifiques, personnes touchées par la maladie de Parkinson ou la démence et les artistes de cirque et de danse et musique. Ça s'appelait Peace of Minds. Donc, on a co-créé 2 spectacles qui sont à la fois basés sur les connaissances scientifiques et les connaissances expérientielles ou le vécu des personnes touchées par ces maladies. Et puis maintenant, je poursuis avec un projet qui explore comment est-ce que les technologies immersives et interactives peuvent nous aider à transmettre ou à communiquer des expériences corporelles, des expériences incarnées, à la fois de la maladie de Parkinson et aussi d'un artiste de cirque. Donc, c'est ça mon projet actuel, mais comment je suis rendue là, c'est un parcours vraiment en neurosciences. Donc, j'ai fait mon doctorat en neurosciences sur la maladie de Parkinson. Et j'ai passé 6 ans dans un laboratoire avec des souris très, très loin des humains. J'étais vraiment au niveau cellulaire et moléculaire. Et à la fin de mon doctorat, j'ai ressenti la séparation entre les connaissances scientifiques, la recherche scientifique, et puis les connaissances issues de vivre avec une maladie, et qu'il y a très peu d'échanges entre ces 2 communautés. Donc, c'est comme ça que j'ai commencé à intégrer les arts du cirque, mais les arts vivants de manière plus générale dans ma recherche. Je faisais beaucoup de danse et un peu de cirque aussi tout le long de mes études et je m'intéressais beaucoup à comment à la fois représenter des connaissances scientifiques, des informations très complexes et abstraites sur scène, mais aussi de l'autre côté, le vécu et l'émotionnel, le psychologique, le subjectif de la maladie. Et c'est ainsi que j'ai commencé ce projet. Voilà. Alors, moi, c'est Sébastien. Je suis diplômé de l'École nationale en cerceau et je suis très honoré d'être ici parmi vous parce que, en tout cas, le statut de chercheur, je me considère chercheur, mais en même temps, je n'ai pas de poste en particulier en recherche. Pour moi, donc, j'ai très hâte de découvrir ce qui se passe aussi dans le milieu. Moi, j'ai appris ce mot-là, recherche, en arrivant à l'École nationale en 2009, quand je ne savais pas comment grimper dans le cerceau d'une autre manière. Puis mon coach m'a dit, fais un peu de recherche. Donc, je pense que c'est important aussi de nous rappeler de ce contexte-là, que ça, c'est aussi de la recherche. Puis, je pense que je pars de là quand je réfléchis par rapport à la recherche en cirque. Pour moi, la recherche, ça arrive quand il y a une confluence de créativité et inconnu, quand on part vers quelque chose qu'on ne sait pas encore. Du coup, les questions sont importantes et l'expérimentation. Donc, pour moi, c'est un peu l'essentiel. Est-ce que vous m'entendez bien? Pour moi, c'est un peu l'essentiel. Personnellement, après, du coup, moi, je pense que la recherche peut très bien se passer juste dans le médium du corps. Moi, personnellement, je fais un peu un aller-retour entre la lecture, l'écriture, la discussion et le corporel. Mais a priori, c'est la recherche, peu importe le médium pour moi. Moi, je pense que c'est aussi important de souligner que moi, j'opère dans le domaine de l'art et non pas
nécessairement dans le domaine de la science. Donc, mes méthodologies sont plus de l'ordre de la critique, de la ménéutique et après de l'expérimentation, la création, la spéculation. Et j'évalue aussi, mettons, le résultat de mes recherches d'un point de vue, mettons, artistique. Bien compris, il y a aussi la politique là-dedans. C'est pour moi une méthodologie critique, artistique. Criticism comes when you read with politics, right? La critique vient quand tu lis avec le politique. Donc, pour moi, ça fait aussi partie. Mais pour moi, le but, c'est vraiment artistique à la base. Qu'est-ce qui est important? Mes projets actuels. Bah, pour l'instant, je passe beaucoup de temps avec les étudiants à l'École nationale. Je suis conseiller artistique, je suis prof de dramaturgie et je fais aussi de la création de mon compte. C'est ça. Bonjour tout le monde. Donc, moi, c'est Karine Lavoie. Je suis à la direction de Cirque Orpis. Je ne suis pas chercheur. Mathilde m'a invitée à participer à ce panel. Je trouve ça bien intéressant pour représenter la perspective d'une organisation qui a collaboré avec différents projets de recherche pour un peu peut-être mieux comprendre comment ou c'est quoi les approches, ça peut être quoi l'impact positif d'intégrer des projets de recherche dans une organisation circassienne. Donc, rapidement, peut-être pour les gens qui ne connaissent pas, Cirque Orpis, c'est un organisme dédié au cirque social basé à Montréal. Donc, on utilise les arts du cirque comme outil de transformation sociale, puis on offre auprès des populations de jeunes marginalisés, mais aussi on offre des services aux artistes de la relève et maintenant aux artistes professionnels via notre programme d'entraînement libre. Puis on regroupe aussi là, un réseau national de cirque social, Cirque Askina, qui regroupe 20 organisations de partout au Canada. Donc, on vise par l'ensemble, je pense que je l'ai dit, on vise par l'ensemble de nos actions vraiment la transformation sociale. Donc, comment, pourquoi, c'est quoi notre approche là, pour travailler avec des projets de recherche? Je pense que la meilleure façon de vous en parler, c'est de parler d'un exemple concret. Donc, en 2018, on a collaboré avec l'Université de Montréal puis l'École de travail social pour développer une recherche liée spécifiquement à un de nos volets d'action qui s'appelle création collective, qui est vraiment des processus de création de groupe. Donc, on mobilise 10 jeunes. Puis l'objectif, c'est de faire à la fin d'un processus d'un mois un spectacle dans la communauté, mais aussi avec des objectifs de pré-employabilité. Je pense que ça a été mentionné, mais tout partait d'un besoin. Donc, on avait besoin de mieux comprendre qu'est-ce qui fonctionnait, c'était quoi les impacts de ce volet-là, mieux aussi structurer, documenter, mettre des mots sur ce qu'on faisait, puis peut-être plus largement, peut-être partager ce modèle-là avec différentes communautés, que ce soit des communautés de cirque social, mais même plus largement, là, inspirer là, d'autres intervenants, par exemple, en travail social. Donc, ça a été, puis pour nous, dans les conditions gagnantes, le choix de l'équipe de recherche était une priorité. On travaille avec des jeunes marginalisés, donc le lien de confiance, le savoir-être de notre équipe de recherche était aussi important que le savoir-faire ou le savoir tout court. Donc, on a eu la chance de travailler avec une chercheure, Jacinthe Rivard, qui avait d'une part déjà une grande expertise en cirque social par le doctorat qu'elle avait fait, mais aussi elle avait une expertise en méthodologie de l'approche participative. Je ne sais pas si c'est sur le lexique, là. Donc, l'approche participative, c'est l'idée vraiment d'intégrer une équipe de recherche dans toutes les activités qu'on avait identifiées. Donc, pour nous, c'était 1 an, c'était 3 créations. Donc, l'équipe de recherche s'est intégrée à notre équipe complètement, a fait du cirque. Puis je vois un peu comme une respiration. Donc, à la fois, l'équipe faisait du cirque, vivait la création, créait des liens avec les jeunes, mais prenait aussi un pas de recul pour observer, prendre des notes. Ça a été un peu
nous, la meilleure façon pour vraiment pouvoir ressortir, là, surtout de la part des jeunes, qu'est-ce qui se passait pendant nos créations collectives. Puis je dirais, là, en gros, l'impact positif, c'est sûr qu'à la fin, on a fait un rapport graphisé qui a permis de vraiment disséminer cette approche-là à travers tous les groupes de cirque social, puis comme je disais tantôt, inspirer aussi même des intervenants sociaux de d'autres milieux. Puis aussi, ça nous a permis, c'était pas au départ un objectif qu'on avait identifié, mais ça nous a permis de prendre un pas de recul, de regarder ce volet-là de l'extérieur, de s'améliorer, de se poser des questions, d'améliorer nos outils, de mieux structurer. Donc, à tout égard, pour nous, ça a été vraiment positif, même si je pense qu'il faut prendre le temps de bien réfléchir à comment on intègre un projet de recherche, mais je pense que globalement, là, ça peut avoir que du positif là, pour des organisations. Puis on va creuser là, différents sujets, je pense, avec les autres questions que Mathilde va nous amener. J'ai mon propre micro. Peut-être avant de rentrer vraiment dans le vif du sujet de vos recherches à chacun et chacune, est-ce que vous pourriez me dire ce que c'est pour vous la recherche? Tu as commencé un peu à y répondre. C'est une question vraiment très large. Mais c'est ça, c'est quoi? C'est plein de choses différentes, mais est-ce que c'est pour toi la recherche? Alors, qu'est-ce que la recherche? Ça, c'est vraiment une très grande question. On se la pose tous les jours, on se la pose chacun de nous. La recherche, c'est qu'est-ce qu'on ne connaît pas, qu'est-ce qu'on a envie de découvrir, puis comment on va le découvrir. En gros, c'est ça. Et puis, donc je pense, ma partie qui disons, plutôt spécifique à l'université, la recherche-création, c'est pas tout à fait la recherche-création qu'on a dans les conseils des arts. La recherche-création, c'est vraiment comment on est capable d'aller découvrir des nouvelles connaissances par des moyens créatifs. Donc, est-ce que pour moi, la recherche, c'est d'aller sur le terrain, de me perdre complètement, puis d'essayer de ressortir et d'extraire et de remodeler, de transposer? Je vous dirais que oui, mais ça, c'est vraiment plus personnel. Chaque personne, même ici présente, a sa définition. Je n'étais pas prête. Mais je vais juste dire que je suis d'accord avec ta définition, donc je reste avec celle-là de la recherche comme justement la découverte, comment est-ce qu'on veut découvrir quelque chose. Puis je pense que ma définition a beaucoup changé dans les dernières 5 années depuis mon doctorat. Donc, quand j'étais en neurosciences, c'était vraiment la recherche quantitative d'une manière très comme positiviste. Je ne sais pas comment le dire en français, mais une manière de traiter les connaissances qui est vraiment très rigide et qui est vraiment dominante dans la recherche académique, au moins dans la recherche en santé. Et puis, dans les dernières années, ça a beaucoup changé. Maintenant, je me pose beaucoup de questions, justement, comment est-ce qu'on fait la recherche à travers le corps et à travers les sens, et surtout comment est-ce qu'on peut l'incorporer dans la recherche académique, parce que quand notre manière d'aborder les sujets, surtout les sujets de l'expérience humaine, et qu'avec des mots, qu'est-ce qu'on manque? Comment est-ce qu'on coupe toutes les sens et toutes les connaissances corporelles de la discussion quand on passe juste à travers les mots? Donc, c'est ça un peu ma question clé maintenant dans ma recherche, et ma définition de la recherche a beaucoup changé, notamment en travaillant avec les artistes de cirque aussi. Ouais, je veux réitérer ce que vous avez dit les deux. Et je pense que c'est très important, surtout dans notre milieu, de nous rappeler du fait que le savoir passe par le corps et par la tête. Je pense qu'on va le dire plusieurs fois cet après-midi. Voilà, et la recherche amène toujours les enjeux voilà, c'est une expérimentation, mais après, comment partager? Est-ce qu'il y a des résultats? Qu'est-ce que ça veut dire d'avoir un résultat? Est-ce que ça partage dans une pédagogie corporelle, par exemple? Est-ce que ça partage
comme on le fait à haute voix, à l'écrit. Euh, il y a aussi toujours la question, quand on parle de recherche, des relations de pouvoir. Le savoir, c'est le pouvoir. Donc, il y a toujours ça à prendre en compte, selon moi. Je répéterai pas ce qui a déjà été dit, puis ça m'inspire sur plein de choses, mais on dirait où est-ce que je veux clairement, pour moi, la recherche, ben, tu sais, c'est une méthode, c'est un processus pour justement arriver à développer soit de la connaissance ou des nouvelles avenues. Nous aussi, dans le cadre de tous nos projets de recherche, on s'est posé beaucoup de questions sur le comment, justement, comme on fait du cirque, comment capter sans être dans le verbal seulement, fait comment on a travaillé différents outils plus créatifs, que ce soit du dessin, ben, que ce soit le cirque en soi, l'interaction des jeux sociaux, du vidéo. Mais nous, ça reste toujours une question, le comment. Puis quand tu parlais aussi de résultats ou comment partager, ça reste aussi un défi. Des fois, les équipes de chercheurs arrivent avec l'objectif, par exemple, d'écrire un article scientifique, ce qui est vraiment nécessaire. Mais après ça, comment on partage au restant des communautés pour vraiment arriver à vulgariser c'est quoi un résultat, qu'est-ce qui fonctionne. Moi, ça fait partie de mes questions là, toujours, puis qui fait évoluer un peu comment je perçois la recherche. Euh, on va revenir sur cette question de communication, des résultats de recherche, de diffusion, etc. Mais du coup, ça fait le lien, puis ça m'amène à vous poser la question un petit peu différemment peut-être sur la notion de chercheur. Parce que toi, tu dis, je me considère pas vraiment comme chercheur, mais tu sais, c'est quoi un chercheur pour toi? Parce que ça peut être plein de choses, puis il faut aussi dédramatiser peut-être. C'est pas un chercheur, c'est pas que un prof chercheur à l'université avec un poste. Moi, je me considère comme chercheur, puis j'ai pas de poste à l'université non plus. Alors certes, j'ai fait une thèse, mais bon, tu sais. Est-ce que c'est une posture? Est-ce que c'est un rôle? Moi, je le trouve comme un rôle vraiment de médiation, de liante, un peu de traductrice parfois entre différents, faire le lien vraiment entre différents milieux. Euh, ouais, c'est comme ça que moi je le vis et que je l'aime. Mais ce serait quoi pour vous être chercheur, faire de la recherche? Je pense que ça peut être organique, genre qui veut répondre prend le micro et la parole. Puis, si vous voulez répondre. Euh, Ben moi, j'hésite toujours entre le titre chercheur et le titre dramaturge. Euh, et j'entends ce que tu dis, Mathilde, comme facilitateur ou médiateur, mais je trouve c'est assez nouveau, mettons, que je prends cette position-là. C'est depuis moins que 10 ans, je dirais. Et j'ai toujours de la misère à équilibrer précisément quand je rentre dans le processus artistique, par exemple, de quelqu'un d'autre. Euh, euh, qui a le savoir, qui a le pouvoir, qui a le pouvoir décisionnel. Je n'ai jamais trouvé en fait vraiment la formule qui m'arrange parce que je veux pas non plus être la personne qui vient dans le processus puis qui dit ah lis ce texte-là, lis cet article-là ou moi j'ai les clés pour déchiffrer ce que vous faites, ce qui n'est pas du tout le cas. Je trouve que ça marche mieux quand l'artiste et le chercheur peuvent être la même personne. Comme quand l'artiste et le dramaturge peuvent être la même personne et que la dramaturgie ou la recherche, c'est plus une orientation, une prise de position et moins un titre, une personne à part. Euh, Justement pour pas, en tout cas, rentrer dans cette affaire d'hierarchie. Euh, voilà, donc je sais pas si ça répond à la question un peu. Moi, je trouve que c'est quelque chose c'est aussi pour ça que j'ai dit au début, je suis pas sûr que je suis vraiment chercheur parce que le rôle, j'ai jamais vraiment trouvé la bonne constellation là-dedans. Est-ce qu'il marche, lui? Il marche? Ah.
Peut-être pour rebondir sur ce que tu dis, c'est drôle parce qu'il y a quelque chose avec le terme chercheur, je pense que où est-ce qu'on se sent facilement imposteur. Dans toutes les collaborations avec des recherches qu'on a faites dans les dernières années, les chercheurs nous disaient, ben vous, l'équipe de Circampus impliquée, vous êtes co-chercheurs, puis on avait de la difficulté avec ce chapeau-là. Je ne peux pas l'expliquer exactement, mais en effet, il y a comme quelque chose de, ah ouais, moi, je suis pas chercheur. Euh, je pense que l'autre élément que je pourrais peut-être amener, c'est la posture du chercheur. Tu parlais du lien hiérarchique. Puis je pense que c'est pour ça que nous, dans l'approche participative, nous a aidé à ce que l'équipe de chercheurs soit vraiment égal à égal avec nous, mais aussi avec les participants, parce que c'est la seule façon, parce que le lien est tellement essentiel. Fait que je pense tout dépendamment des équipes de chercheurs, la posture est hyper importante, là, justement, pour ne pas créer ce déséquilibre-là hiérarchique. Oui. Je vais répondre là-dessus, mais je ne sais pas si ça va répondre à ta question. Mais c'était vraiment dans Peace of Mind, c'était un des enjeux comme qui est un chercheur? Quand on est tous ensemble et on a comme but une question clé, c'est comment est-ce qu'on peut transmettre le ressenti de la maladie de Parkinson ou la démence à travers les arts de la scène. Ben, chacun entre nous avait une pièce de la casse-tête. Et c'était justement l'objectif d'utiliser les arts pour créer un pont entre la recherche scientifique ou les connaissances scientifiques et l'expérientiel, mais aussi pour effacer tous ces titres et toutes ces positions qu'on avait l'un par rapport à l'autre. Donc, normalement, dans la recherche en santé, si on est chercheur, on a une hiérarchie, on a une posture envers le patient ou la personne, le sujet de recherche. Et là, dans Peace of Mind, c'était vraiment l'objectif d'utiliser les arts pour créer un common ground, pour effacer un peu ces positions qu'on avait. J'espère qu'on a réussi, qu'au moins c'est une manière d'entrer en conversation sans les mêmes postures ou les mêmes enjeux qu'on a normalement dans la recherche. Donc, je suis d'accord que c'est moins comme moi, j'ai le titre de chercheuse, c'est plus une position qu'on prenne envers un objectif. Et pour moi, je fais aussi la recherche participative. Donc, je m'intéresse beaucoup à comment est-ce qu'on crée du sens ou des connaissances ensemble. En anglais, j'utilise souvent participatory sense making ou meaning making. Et j'ai vraiment changé, comme j'ai dit aussi, de prendre une approche en recherche où on se concentre juste sur une question et on va très, très profond. Et j'ai remarqué que pour moi, la recherche, c'est plus faire le lien entre des différentes connaissances, des différentes idées ou des différentes disciplines aussi, et que là, il y a beaucoup de nouvelles connaissances aussi, ou de nouvelles créations, des nouvelles idées. Bon, je me perds un peu, mais juste pour dire que je pense que à travers mes études, ça a beaucoup changé j'étais l'experte dans une chose et maintenant je suis l'experte dans rien, sauf essayer de faire les ponts entre les expertises des autres. D'accord. Moi aussi, je suis d'accord. En fait, moi, je dirais que la recherche, la posture de chercheur, c'est comme un peu un acteur tiers. C'est d'être aussi en train d'analyser qu'est-ce qu'on fait. On s'intéresse énormément aux démarches, au processus, mais énormément, énormément, je le dis, je pourrais le dire 10 fois. Fait que d'avoir ce regard-là réflexif sur ce qu'on est en train de faire, puis de comprendre où on est perdu, puis qu'est-ce qui nous amène vers, puis comment se passent les collaborations, puis comment on arrive à la co-création avec des chercheurs en océanographie, par exemple, en limnologie, en sciences naturelles, où on se rejoint, c'est souvent le désir de comprendre un phénomène. Donc, chacun va avoir ses codes. Si je travaille avec des biologistes, ils vont surtout mettre une perspective de biologie pour comprendre, par exemple, un milieu humide. Là, je donne des exemples dans mon milieu, mais on va mettre une lunette. Alors que moi, avec cette lunette du bagage artistique qu'on a tous, ben, je vais moins chercher à vraiment
arriver à des résultats concrets précis sur des données scientifiques qui expliqueraient ce milieu humide-là, mais à comprendre les perspectives. Comment ça qu'on n'a pas une grande compréhension? OK, où ça se perd? Quel serait le lien avec le public pour qu'ils se rendent compte de la richesse de ces... C'est quoi nos liens d'appartenance, la façon de voir, est-ce que c'est de l'eau sale, l'eau propre? Pourquoi ces changements de perspective-là font en sorte qu'on pose des... Fait que ça devient des questions que les méthodologies artistiques permettent, mais qui prennent une richesse exceptionnelle quand on est dans une approche de collaboration avec des chercheurs en sciences, avec des pêcheurs, avec toute personne qui s'intéresse à ce qui nous unit à travers un projet. Fait que ça sera un peu ma réponse. Merci. Genre 1000 questions que je peux poser parce que ça part en tellement de directions. Mais moi, je voudrais ajouter qu'en préparant un peu cet après-midi-là, j'ai parlé avec pas mal de chercheurs. Puis, il y en a beaucoup qui m'ont dit que eux ou elles, au contraire, avaient besoin, quand ils faisaient une recherche sur le cirque, par exemple, ils ont besoin des artistes, ils ont besoin du milieu. C'est pas eux qui détiennent le savoir quand ils font la recherche. C'est les personnes sur qui leur études ou leurs recherches se portent qui détiennent le savoir. Et que ça aussi, c'est donc dans cette espèce de relation de pouvoir, ben, que souvent les artistes, par exemple, quand ils sont interviewés, se sentent genre pas bien parce qu'ils se disent que ils vont pas savoir quoi dire ou genre on attend quelque chose d'eux, mais les chercheurs se disent la même chose, ils se disent mais moi je parle de quelque chose, mais il y a plein de connaissances que j'ai pas et j'ai besoin du milieu pour faire avancer ma recherche et mes études. Alors, je ne sais pas quoi choisir comme question. En tout cas, j'ai beaucoup entendu parler d'interdisciplinarité dans tout ce que vous avez dit. Donc, interdisciplinarité plus au sens scientifique, académique du terme, qui est utiliser plusieurs disciplines scientifiques et les faire comme communiquer, travailler ensemble pour apporter différents regards à un objet d'étude. Je ne sais pas si vous voudrez élaborer là-dessus, on a suffisamment parlé, mais peut-être revenir un peu à la place qu'occupe le cirque dans vos recherches. Je pense qu'il y a différentes manières d'utiliser le cirque. Naïla, je pense dans ton doctorat et dans ton post-doctorat, le cirque n'a pas exactement la même place. Et puis, du coup, qu'est-ce que le cirque peut apporter à la recherche et qu'est-ce que vous pensez que la recherche apporte au cirque? Puis, on a comme un peu survolé ces sujets-là, mais peut-être on peut élaborer dessus. Je pense, ouais, dans un premier temps, pour le projet Peace of Mind, le rôle des arts de cirque, c'était vraiment pour le transfert de connaissances et pour la communication. Et je dois souligner souvent que c'était pas pour la thérapie, parce que souvent, dans le milieu de la recherche en santé ou la santé, on utilise les arts pour la thérapie et il y a beaucoup de bienfaits des arts. Donc, c'est pas pour dire que je ne veux pas faire ça, mais pour moi, l'importance des arts du cirque, c'est vraiment pour ouvrir le dialogue sur un sujet qui est difficile à aborder en mots et de le faire autrement. Donc, je dirais, dans Peace of Mind, le premier rôle que les arts de cirque a pris, c'était vraiment pour aborder un sujet d'une autre manière, d'une manière qui donne la place au corps et au ressenti, plus que si on était en conversation, en discussion entre chercheurs et patients dans ce cas. Donc, c'était vraiment un canal ou un canal de communication. Mais je pense que à travers ce projet, j'ai eu des nouvelles réflexions. Ben, on a tous, comme c'était une co-création, il y avait un riche échange entre la manière que les artistes de cirque parlaient de leur corps ou pensaient à leur corps et la manière qu'une personne touchée par la maladie de Parkinson, qui est une maladie neurodégénérative qui change complètement le rapport avec le corps, parlaient de leur expérience aussi. Et les arts de cirque menaient des questions très, très différentes que si on est au neurologue. Le neurologue pose des questions très ciblées sur le traitement de la maladie ou le diagnostic, tandis que les artistes de cirque qui étaient impliqués dans le projet demandaient et avaient une curiosité très différente qui a mené à des réflexions très différentes et très importantes et riches dans le projet sur la maladie de Parkinson et la démence.
Donc, cela m'a fait penser justement à comment est-ce qu'on peut exprimer nos savoirs corporels, comment est-ce qu'on peut les partager et les transmettre à une personne qui ne vit pas la même chose que nous. Donc, c'est le cas pour la maladie de Parkinson. Si on n'a jamais ressenti comment c'est de perdre contrôle sur le corps ou de figer sur place, comment est-ce qu'on peut faire comprendre ça à une autre personne pour des raisons d'empathie, mais aussi pour partager une connaissance ou un savoir important qui doit être vécu. Puis aussi, du côté de l'artiste cirque, il y a tellement de manières d'interagir avec le monde qui sont uniques au cirque et que moi, je ne peux pas connaître si j'ai jamais été suspendue de mes cheveux. Je ne sais pas c'est quoi ce sentiment. Et donc, je m'intéresse beaucoup à comment est-ce qu'on peut mieux transmettre une expérience qu'on n'a pas vécue. Et c'est un peu ça maintenant la question de ma recherche. Donc, je dirais que les arts de cirque sont passés de transfert de connaissances ou une communication, un outil dans ma recherche à une question clé dans ma recherche et à justement le sujet de c'est quoi les différences corporelles qui limitent notre capacité de connecter, communiquer, co-créer avec les autres. Voilà. La question, c'était la place du cirque dans notre... C'est la place du cirque dans ta recherche. Dans la recherche. Dans la tienne. Oui. Puis, qu'est-ce que le cirque peut apporter à la recherche Oui. et la recherche au cirque? Ben, je vais essayer de concilier là-dedans. Actuellement, je reviens un peu à la question de la figure acrobatique et les enjeux attentionnaires connexes, c'est-à-dire le fait qu'on fait, on fait beaucoup de différents mouvements et là, à un moment donné, il y a quelque chose qui est clairement différent et c'est la figure, puis ça nous capte l'attention. Donc, il y a comme il y a une pattern qui se passe dramaturgiquement dans le cirque, ça revient encore et encore. Et je passais beaucoup de temps là-dessus il y a quelques années et j'ai un peu oublié et là, je suis de retour. Donc là, j'ai commencé à travailler plus dans le milieu de la danse et là, c'est beaucoup moins clair quand il y a quelque chose qui se passe. En danse, c'est quand l'événement. En cirque, c'est vraiment clair. Il y a plusieurs événements l'un après l'autre, mais en danse, on dirait que c'est un peu tout un événement, mais on ne sait pas vraiment les contours. Donc, moi, je travaille sur la question de l'événement en danse. Puis, je pense que ça vient du fait que j'ai un bagage en cirque, puis en tout cas, je regarde les spectacles de cet angle-là, mais en même temps, je suis très concerné par les enjeux attentionnaires. Donc, j'essaie de produire peut-être des événements plates, des événements qu'on peut ne pas voir, peut-être. Du coup, je ne sais pas si ça me prendrait peut-être plus de temps pour l'expliquer complètement, mais c'est l'intersection entre le désir de pouvoir être plate, le désir de donner aux spectateurs, spectatrices, la possibilité de ne pas regarder s'ils veulent, de prendre les décisions au niveau des spectateurs, spectatrices, mais en même temps de m'attaquer à la question de quand est-ce qu'il y a quelque chose qui se passe dans le mouvement. Voilà, ça c'est une partie de la question. L'autre chose que j'aimerais soulever, c'est que j'ai une activité pédagogique en ce moment. Je travaille avec les étudiants à l'École nationale de cirque. Puis moi, je considère que ce qu'on fait ensemble, c'est de la recherche. C'est une recherche collective. C'est pas juste moi qui amène les matériels, mais nous, ensemble, à travers la discussion, c'est là-dedans. euh, la, la pensée se passe et la réflexion se passe dans le dialogue. C'est pas quelque chose qui préexiste. Du coup, moi, je considère aussi que le cirque, c'est mon background, c'est un moyen de regarder une perspective, mais c'est aussi un milieu. C'est un peu
it's like the substrate. It's the place in which the research is happening. C'est le milieu dans lequel la recherche se passe pour moi aussi. Grande question quand même, mais donc la question comment le cirque, la place du cirque hein, dans notre recherche. Mais nous, c'est sûr que c'est central, c'est l'outil principal. On fait du cirque, mais qu'est-ce qui nous intéresse particulièrement, c'est vraiment le lien entre le cirque et l'atteinte d'objectifs sociaux. Fait que comment l'ensemble des disciplines de cirque peuvent, par exemple, permettre à des personnes de développer leur estime, leur confiance, leur capacité à s'exprimer, la communication en général, la persévérance, etc. Là, je pourrais continuer comme ça longtemps. Donc, nous, c'est vraiment l'angle souvent qui accompagne nos recherches sur comment on peut faire le lien entre les disciplines, entre le contexte qu'on crée en cirque social, puis après ça, l'atteinte d'objectifs sociaux. Fait clairement, c'est vraiment central. Puis je dirais, tu sais, dans la place de l'artiste, bien, c'est sûr que nous, dans nos équipes puis dans nos projets de recherche, c'est une équipe qui est composée d'instructeurs, donc d'artistes de cirque, instructeurs de cirque, puis d'intervenants sociaux. Fait que c'est vraiment la rencontre entre ces deux mondes-là, avec leurs observations différentes, ces deux mondes-là se contaminent positivement, justement. Puis c'est ça qui nous permet vraiment de réaliser nos impacts, là. Donc ça, c'est une partie qui nous intéresse vraiment. Puis plus largement, on est en train d'essayer d'étudier comment le cirque peut aussi influencer l'ensemble des personnes qui sont en relation d'aide, donc par sa créativité, par le côté ludique, par la prise de risque, parce qu'on s'entend de nos jours, il y a vraiment un besoin de transformation là, de l'ensemble des approches plus conventionnelles en intervention. Donc, on croit vraiment fortement que même sans faire du cirque, il y a des éléments du cirque qui peuvent vraiment influencer ces milieux-là. Puis on le voit là, concrètement que c'est en train de se passer. Puis il y a vraiment un grand intérêt là, par des approches alternatives comme ceux du cirque social. La place du cirque, je fais un clin d'œil à Alice, qui est aussi une grande amie de la Compagnie des autres, parce que c'est vrai que le 3/4 de mon doctorat, j'ai pratiquement pas prononcé le mot cirque. J'y arrivais d'une vingtaine d'années, donc je pense que ce langage, les codes, tout m'habitait et que j'avais besoin justement de m'imprégner de nouveaux codes. Alors, j'ai pratiquement tourné le dos au cirque plusieurs années pour aller justement dans le milieu de l'environnement, donc particulièrement du Saint-Laurent, entre autres, pour y découvrir ces nouveaux codes-là. Et vite fait, dans la dernière partie, ça s'est retransposé, tout s'est matérialisé pour être raconté par les arts du cirque. Les arts ont cette capacité, selon moi, de faire suite à la science, mais dans une circularité, là, c'est vraiment pas dans une idée de transfert de connaissances ou de vulgarisation. C'est qu'à un moment donné où les écosystèmes sont tellement complexes, on en fait partie, c'est tellement plus grand que nous. Vous l'avez vécu un peu là, hier, l'éclipse et tout. Il y a des phénomènes qui sont au-delà de ce que nous, les humains, sommes. Et c'est très difficile d'expliquer ces phénomènes-là avec des données scientifiques. Alors, ma question de doctorat, qui est donc devenue un modèle, que j'appelle le modèle écosystémique, c'est est-ce que par les arts, on serait capable non pas de chercher à expliquer la complexité des écosystèmes, mais à l'évoquer. Et bien évidemment, je prêche pour ma paroisse, mais le cirque étant vivant, nous mettant en position de vulnérabilité aussi, nous mettant en contact avec les éléments. Nous, on travaille en extérieur, donc les marées, les vents, les risques de tornades, tout ça, ça affecte énormément. Donc, on a beau avoir le plus rigide horaire de production, on n'aura jamais le dernier mot dans ce projet-là et c'était fondamental. Et c'est ce qu'on est habitué à faire en spectacle parce que vous le vivez. Il y a toujours une blessure, il y a toujours quelqu'un qui a la tourista, en tout cas pour monter les shows fréquemment. Et plusieurs auront des souvenirs, j'en suis certaine. Et bien voilà, fait qu'on est toujours en mouvance, nous, en cirque. On ne cherche jamais à fixer les choses. Et c'est ce que ça permet. C'est donc un art vivant qui est plus que vivant. Et je trouve que pour raconter la complexité des écosystèmes, c'est vraiment le meilleur moyen au monde. Mais quand même, je dirais aussi que ce que le projet écosystème a eu comme impact, puis ça, je m'en suis rendu compte vraiment dernière phase, c'est que je me suis beaucoup attardée à l'eau.
et beaucoup moins à l'humain. Donc, je suis allée à la rencontre de beaucoup de personnes pour essayer de comprendre la complexité de l'eau et comment on bâtit une dramaturgie qui n'est pas ni centralisée sur une figure de metteur en scène dont on a l'habitude, ni sur la figure d'un collaborateur dont on raconterait un récit, mais comment on est capable de donner la lumière au complet à la complexité d'un écosystème. C'est un grand défi et c'est pour ça que la recherche finira jamais. Donc, évidemment, le cirque parle de vulnérabilité, de dialogue avec les éléments, de dialogue avec les autres. Fait que c'est toute une collaboration, un dialogue. Donc, bref, le cirque est omniprésent. Merci. On parle beaucoup de transmission, du coup, encore à différents milieux, différents mondes, beaucoup de communication, de dialogue, de porosité, en fait, entre ces recherches, entre le cirque, entre différents milieux. Mais justement, cette question de diffusion des résultats de recherche, des recherches que tu nommais tout à l'heure, Karine, c'est toujours un gros enjeu de ces recherches. C'est que parfois, ça ne se rend pas au milieu ou ça ne se rend pas aux personnes concernées ou les personnes concernées ne savent pas où trouver ces résultats-là ou ils sont comme trop compliqués parce que quand on est chercheur, on nous demande de publier des thèses qui sont juste illisibles pour d'autres personnes que d'autres thésards ou des articles scientifiques. Il y a des solutions qui sont proposées, clairement, Naïla, les pédagogies, etc. Mais là, je vois qu'il y a des super belles affiches qui synthétisent des recherches. C'est vraiment génial. Je sais pas, je me demandais comment repenser ce moment-là de la recherche. C'est presque l'après, enfin la continuité. Quelle solution, quelle collaboration. C'est souvent des affaires de financement aussi. Et puis, j'aimerais comme l'ouvrir à tout le monde. Quels seraient vos besoins, quelles seraient vos envies, quelles seraient vos idées là-dessus? Ok. Je vais juste rapidement, j'aimerais suggérer un livre que j'ai eu la chance de faire une revue pour le Circus Arts, Life and Science, donc ça va sortir bientôt. Mais ça s'appelle What a Body Can Do. C'est un livre qui date de peut-être 10 ans. C'est par Ben Spatz et ça parle justement de embodied knowledge et comment est-ce qu'on peut faire la place à cette connaissance incarnée ou les savoirs incarnés dans la recherche académique. Et donc, une manière, c'est justement parce qu'on est très juste dans les publications scientifiques, les articles, les mots, c'est de passer dans d'autres médias pour transmettre la recherche. Donc, Ben Spatz a commencé un journal qui s'appelle Journal of Embodied Research. Et donc, ça rentre plus dans les vidéos comme les video essays et c'est marrant parce que maintenant, ma recherche, c'est sur les connaissances incarnées, mais je suis toujours encore en train de lire des articles. Et la question, c'est toujours comment est-ce qu'on représente le corps à travers les mots dans un article. Et même en faisant la rédaction de Peace of Mind pour le monde académique, c'était tellement réductrice de prendre un projet qui était tellement complexe et multisensoriel et riche et de le remettre juste en mots. Ça me frustre beaucoup et ça me questionne sur comment est-ce qu'on fait cette diffusion. Donc, juste pour dire, il y en a de plus en plus de diffusion académique qui commence à explorer comment est-ce qu'on passe à travers juste les articles scientifiques. Donc, je pense que ça, c'est un moyen. Puis, ben oui, aussi d'utiliser les arts pour rendre plus accessible la recherche scientifique au public. Donc, dans Peace of Mind et on continue un peu à représenter des extraits des spectacles aux conférences neuroscientifiques. On était juste au Atlanta Science Festival et à chaque fois, je sais pas, je sais même pas le mot, je suis tellement touchée à quel point ça ouvre le dialogue qui est nécessaire, surtout dans ce domaine très neuroscientifique. On passe toute la journée dans notre cerveau, puis de voir
on peut lire un article sur les enjeux de soutien de l'aide pour une personne vivant avec la démence, comment ça change la relation entre un proche aidant et une personne touchée par la démence. Puis on peut voir Agathe et Adrien le présenter en main à main et toute la salle est complètement émue, ils perdent la parole, mais ils veulent vraiment engager avec le sujet. Ça, it moves people to care and to be curious. Et je pense que de faire de plus en plus ce jumelage de conférences académiques où on a la recherche, on a les faits, on a les résultats, mais aussi on a, si on pourrait faire le jumelage plus avec les arts vivants et de faire comme un résumé en art à la fin d'une conférence pour ouvrir les canaux de communication et laisser les gens aborder le sujet d'autres manières. Je pense que pour moi, c'est ça que j'aimerais faire de plus en plus et c'est ça aussi un peu les buts de Mani et des autres membres du CRITAC. Ça m'a fait penser à un exemple. En effet, c'est un défi. La diffusion, nous, ça nous occupe beaucoup aussi de comment diffuser des résultats, puis que ça soit compris aussi par des gens qui ne sont pas nécessairement allés à l'école. Là, je pense à nos participantes qui voudraient justement un peu plus entendre sur qu'est-ce qui s'est passé pendant cette recherche-là. Donc, on a essayé de trouver différents moyens de diffuser. C'est sûr que le vidéo fonctionne quand même bien, ça parle, mais notre meilleur exemple, c'est qu'après la recherche dont je parlais tout à l'heure, on a fait une création, dans le fond, donc c'était 4 participantes qui avaient vécu la recherche, puis on a mis la chercheure sur la scène aussi, donc elle est vraiment sortie de sa zone de confort. Puis la chercheure avait vraiment extrait les principaux résultats de recherche, donc en phrases, puis les participantes par une création cirque illustraient un peu l'ensemble de ces résultats-là, puis on l'a proposé à différents événements, puis à chaque fois, il y avait une discussion avec le public, puis pour nous, c'était vraiment une belle façon de créer ce pont-là, puis aussi très valorisant pour les participantes qui avaient un peu, qui étaient sur le même pied d'égalité que la chercheure. On en parlait tantôt là, de cette posture-là. Puis, pour nous, ça a été vraiment la meilleure façon que le public comprenne qu'est-ce qui s'était passé parce qu'à la fois, il voyait par le spectacle, il l'entendait par la chercheure qui faisait une narration, puis après ça, il pouvait en discuter puis approfondir certains sujets. Donc, j'ai l'impression qu'en effet, le financement reste toujours un défi, tu sais, donc d'essayer de l'intégrer dans nos projets de recherche. C'est pas toujours facile. On a encore plein de questions par rapport à ça, mais je pense qu'on voit de plus en plus là, d'initiatives qui viennent un peu varier les moyens de diffusion, là. D'un point de vue de la recherche artistique et la découvrabilité, la transmission, la communication de ça, il faut qu'il y a plus de place pour le cirque expérimental dans les salles de théâtre. C'est tout. Puis je pense que ça va avec aussi une relaxation par rapport à like policing the boundaries of what's circus and what's not circus. Il faut en finir avec ça dans le sens que genre ça amène nulle part. Il faut ouvrir un peu la possibilité de ce que le cirque peut être. Il faut que ça soit visible, découvrable dans les salles de théâtre. Vraiment. Pour répondre vite fait, nous, on travaille en création en extérieur dans des parcs. Les communautés sont toujours les bienvenues. Ils viennent nous poser bien des questions. Ils nous demandent si c'est un manège. Puis après ça, c'est quelqu'un en maritime qui passe, qui est tout ému. Puis, donc, les différentes compréhensions sont tellement diverses que on fait beaucoup de médiation, effectivement, pour démocratiser le projet de recherche aussi. Là, si on parle de complexité du Saint-Laurent, là, les gens vont se reculer, mais si on dit c'est l'eau que tu es en train de boire, ça veut dire que ton corps a 70% d'eau du Saint-Laurent. Les gens, fait que c'est comment on les rapproche à quelque chose qu'ils connaissent, qui ont une accroche. Et puis après ça, ben, on peut parler souvent des projets plus en profondeur. Je vous dirais aussi que les chercheurs en sciences naturelles et génie avec qui ben, j'ai travaillé plusieurs années maintenant, mais sont devenus des amis, des très proches du projet. C'est leur projet parce qu'on partage quelque chose qui est beaucoup plus grand que
que des liens d'amitié qui sont vraiment un appel à la mer, un appel au Saint-Laurent, un appel au cirque aussi, parce que je vous invite vraiment à voir, Clara va venir en fin de journée, Daphné Sergerie, Agustine Rodriguez-Velton ont travaillé dans les différentes résidences de création à Sept-Îles, Rivière-au-Nord, Trois-Rivières, Rimouski, tout ça, puis d'être en contact avec les gens de la mer et les gens du cirque, tout de suite, les affinités ressortaient plutôt que les divergences. Donc, on a souvent l'habitude de tout catégoriser et de s'intéresser à qui est un avec une étiquette, qui est l'autre, mais au final, quand on parle de ce qui nous relie, vite fait, les liens se créent. Donc, la diffusion se fait au quotidien dans le processus. Puis, c'est moi, justement, pour faire un rapport de recherche, le 9 septembre prochain, vous êtes tous invités. Il y aura une journée de focus group qui va parler de ça aussi, la réception des gens du cirque par rapport à la recherche et tout. Fait que je cherche aussi à ouvrir toujours le plus possible. Merci. Question? Oui, je sais pas, elle est là. C'est vraiment pas une grosse question, mais c'est que je trouve que l'angle de ta recherche par rapport à l'écosystème, l'humain, le cirque, tout ça s'aligne, puis c'est très organique. Je serais intéressée de venir le 9 septembre, mais je sais pas si tu as nommé le lieu. C'est à Pointe-aux-Trembles. OK, puis c'est quoi Non, mais on fait une présentation publique de 5 ans de recherche le 7 septembre, puis il y a des focus group le 9 septembre sur la démarche. Puis le 7, c'est serait où? Je vais intervenir, c'est pas défini à 100%. C'est dans l'Est de Montréal, OK, parfait, merci. à Pointe-aux-Trembles. Je pense qu'il y a un monsieur là-bas qui aimerait prendre la parole. Pas vraiment une question, mais plus en commentaire. Tantôt, les panélistes mentionnaient la différence entre quantitative science, ce qu'on appelle hard science, puis comment c'est loin du day-to-day. Mais en fait, les gens qui font du hard science, oui, c'est vrai que c'est difficile, mais si on regarde les aspects sociologiques, économiques, politiques, moi, je considère ça comme harder science. Et si on regarde les aspects psychologiques, dans le fond, le psychologique, c'est comme l'interface entre le biologique puis le sociologique. Et puis, mettons, vous voulez faire un geste banal, mettons, je prends un verre d'eau ou je prends un verre d'eau avec une intention artistique, vous allez immédiatement voir la différence, même si vous ne pourriez pas mettre le doigt là-dessus. Puis pour moi, la création, c'est the hardest science. Et d'étudier ça, c'est the hardest science. Moi, je serais intéressée de savoir à partir de quel moment, est-ce que c'était au début, au milieu, à la fin, que vous vous êtes questionné sur les publics cibles de vos projets et qui étaient ces publics-là ou à qui vous aviez envie de parler ou d'inspirer? Est-ce que ça s'est diversifié? À quel moment du processus c'était présent? Est-ce que c'était quelque chose au début ou à la fin? Ouais. Moi, j'aime beaucoup la formulation de Jacques Rancière qui dit que une œuvre d'art, c'est un monument à un public futur. Moi, je trouve ça m'inspire beaucoup. J'espère que l'œuvre en soi appelle à la création du public. Je pense qu'on s'est beaucoup posé cette question dans Peace of Mind. C'était aussi de choisir tous ensemble avec les participants, c'est qui est-ce qu'on cible avec ce spectacle. Mais pour moi, c'était toujours comme, en fait, je veux cibler tout le monde, je veux cibler l'intersection des publics de neurosciences, de personnes touchées par les maladies et puis les arts vivants. Et je pense maintenant, c'est comme on a le projet, on a le spectacle, mais c'est comment est-ce qu'on le met en contexte pour les publics différents? Qu'est-ce qu'on met en avant pour les publics différents? Donc, je pense c'est ça, mais j'ai eu beaucoup ces réflexions tout le long du processus et maintenant, rendu à l'œuvre qu'on a, c'est vraiment comment est-ce qu'on le met dans des différents contextes selon les publics.
Moi, je te dirais à la fin, parce que la question de mon projet à moi ne concernait pas tant le spectacle, mais c'était de comprendre est-ce que par les arts, je suis capable de transposer la complexité d'un écosystème. Donc, il fallait déjà faire un énorme chemin quant à la complexité de cet écosystème-là. C'est pour ça que le terrain est si important pendant plusieurs années. Puis après, à la phase de transposition, donc comment on met les images en forme pour qu'elles racontent les 5 années de terrain. Là, embarque la dimension du public à cette phase-là. Donc, c'est pas qu'il n'est pas important, par contre, il est assez fondamental parce que puisque toute la phase de résidence, de co-création, il y avait des gens qui passaient dans les parcs tout le temps. Puis on faisait des petits extraits de 10 minutes aussi, on s'est rendu compte qu'il y a un décalage monstrueux parce que les gens ne sont plus liés au fleuve. Ils n'ont plus les codes maritimes. Si quelqu'un, même quelqu'un qui travaille dans un chantier naval au soudure, voyait l'extrait, il comprenait tout de suite et même était ému. Et si quelqu'un du grand public passait, il ne comprenait pas, puis il disait, ça a l'air d'être un beau manège de la ronde. Fait que, OK, ça a été vraiment enrichissant de comprendre le décalage et ça sert énormément pour la création de la dernière phase actuellement. Mais il y a un gros enjeu au niveau de nos liens d'appartenance avec les écosystèmes, en fait. Fait que moi, c'est ce qui m'allume vraiment dans le projet. Moi, j'ai envie de répondre aussi. Parce que dans ma thèse, j'ai étudié des démarches artistiques un peu plus en marge des créations dont on a longtemps parlé dans le cirque québécois, montréalais. J'ai commencé ma thèse en 2016 et j'ai fini en 2021, donc le milieu a beaucoup changé entre-temps. Mais quand j'ai commencé, on ne parlait pas de petits projets, de petits collectifs, enfin, bref, de démarches plus, c'est ça, moins médiatisé. Et donc, il y avait au cœur de ma démarche d'étude et d'écriture de faire la lumière sur cette démarche-là, de l'historiciser, que ça existe dans le patrimoine et dans l'histoire du cirque québécois, genre futur, et qu'on ne garde pas juste des traces d'un certain cirque qui a existé, parce qu'il y en avait d'autres, puis qui étaient méconnus. Donc, c'était comme au cœur de la démarche. Après, comment finalement ça se rend, parce que j'ai écrit une thèse, comme je disais, c'est un peu illisible. Puis après, j'ai fait une soutenance de thèse, j'ai invité toutes les personnes du milieu à être là, à écouter la soutenance, mais après, j'ai réfléchi super longtemps à comment ne pas écrire une thèse classique pour que ce soit plus accessible. Et en fait, on n'a pas le temps, on n'a pas l'argent, on est comme on est super contraint par l'académie. Puis là, c'est fini et j'aimerais encore trouver des manières de le rendre accessible, mais c'est comme tellement de temps et tellement pas de ressources pour le faire que c'est difficile et c'est hyper frustrant dans le processus. Par rapport au public, j'ai juste voulu rajouter quelque chose que j'essaie de souligner aussi toujours avec les étudiants à l'école. Il y a, selon moi, il n'y a pas comment dire, avec l'art expérimental, on soulève souvent la question de l'accessibilité. On dit que l'art expérimental n'est pas accessible, les gens ne savent pas comment lire ça. Mais j'essaie de souligner le fait que la littératie, c'est quelque chose qui est appris culturellement. Le savoir, on a besoin de savoir culturel pour apprécier n'importe quelle œuvre, que ça soit du divertissement, entre guillemets, ou de l'art expérimental. Et la manière dans laquelle on a décidé de distribuer la savoir de notre société, c'est aussi un choix politique qui a été fait. Du coup, il n'y a rien de naturel dans le fait que l'art expérimental n'est pas, entre guillemets, compréhensible ou accessible. On regarde ça, on ne sait pas de quoi il s'agit. C'est un problème dans la distribution de connaissances culturelles dans laquelle on peut intervenir, entre autres, dans le milieu pédagogique. On aurait du temps pour une dernière petite question rapide. Ou intervention. Bonjour. J'aime beaucoup l'idée de la question de l'accès. C'est quoi un accès? Puis des outils de diffusion. Tu sais, comme on a parlé beaucoup, mais c'est sûr, moi, je travaille à la Bibliothèque de l'École nationale de cirque. Donc, depuis 2004, c'est mon rôle de rendre accessible à la fois la pratique artistique, mais aussi la pratique scientifique, puis la rencontre, mais aussi de faire de la médiation artistique et de la médiation scientifique.
Puis j'aimais beaucoup ces appels de l'accès. Comment on arrive à faire des accès? Donc oui, c'est par le biais, oui, d'une bibliothèque, mais aussi de rencontres comme aujourd'hui, d'avoir une discussion comme avec Karine, avec les participants puis les chercheurs par la suite, puis avoir cette rencontre-là pour mettre l'éclairage, mais aussi de dire que la recherche s'apparie par tous. Par exemple, nous, on a eu la chance d'avoir Geneviève qui a présenté son projet auprès de nos étudiants. Puis après, on a fait informellement une espèce de café philosophique à partir du projet. Chaque étudiant avait regardé une bande-annonce, des extraits spéciaux, puis il disait, OK, qu'est-ce que moi, je pourrais faire pour représenter un écosystème autre que le fleuve? Comment je le ferais dans mon corps? Donc, on avait fait des improvisations, on avait parlé comment le cirque peut parler de la nature, peut défendre la nature. Donc, ça, c'est comme un appel, je dirais, c'est à la portée de tous de prendre, par exemple, un article d'un artiste ou d'un scientifique, puis dire, OK, ce savoir-là, qu'est-ce que moi j'en fais sans nécessairement faire un doctorat ou un spectacle de cirque, mais c'est aussi accessible aux spectateurs, cette connaissance-là. Donc, c'est vraiment cette question d'accès, de réflexion, puis Sébastien a participé à un livre qui s'appelle Thinking Through Circus. Puis je pense que c'est vraiment ça pour moi la clé. Ça m'a guidé beaucoup comment on pense à travers la pratique du cirque. Donc, de partager ça à tous. Et peut-être imaginer d'autres collaborations aussi et que ça ne retombe pas que sur les épaules de la personne qui fait la recherche de se rendre, mais que ça peut être d'autres types de collaboration. Merci beaucoup pour vos partages. On doit s'arrêter, on n'a plus le temps malheureusement. On m'a dit que c'était terminé. Mais merci beaucoup à tout le monde. Et il y a beaucoup de leurs travaux, comme j'ai dit, qui sont là pour consultation.